Fasli. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été député au PJD, mais que vous êtes membre du Conseil national du Parti Justice et Développement et vice-présidente à la commune urbaine de Casablanca. Effectivement, oui. Je suis complet? J'ai rien oublié? Si. Vous avez oublié que je suis initialement une Marocaine et professeure universitaire. Oui, c'est professeur universitaire et qui a une vocation aussi économique. Effectivement. Ça, j'ai pas oublié parce qu'on va en parler aussi durant le débat. Qui va faciliter simplement on va essayer juste une petite actualité hier. Je ne sais pas si c'est important pour vous et votre parti ou pas. C'est l'élection de nouveau secrétaire général au PAM, le parti Authenticité et Modernité. Hakim Benchemas, qui est également président de la deuxième chambre du Parlement. Oui. Événement, non-événement, pour vous, c'est la normalité, rien de spécial? Pour moi, c'est une normalité. C'est un parti politique. Il a son indépendance. Ils ont voté un président. Donc, nous, tout ce qu'on va dire, c'est bon courage et on espère que ça va enrichir la démocratie dans notre pays, tout simplement. Est-ce que pour vous, ça va permettre aussi de rétablir des relations plus cordiales et plus respectueuses entre le Parti Justice et Développement et le PAM, parce qu'on avait connu Ilyas Omari versus Abdellah Benkeran, c'était un peu tendu ces derniers temps. Là, ça va être Saladin Toubani et Hakim Benchemas, donc. Au niveau personnel, je ne sais pas, mais au niveau du parti, je crois qu'on va continuer dans l'opposition et la majorité. On va aller. Je crois que le discours de M. Benchemas au lendemain du fait qu'il soit président de ce parti, il a fait une intervention où il a parlé un peu, je dirais, de son objectif, de ce qu'il va faire. Et ça se voit que ça va pas être, on va pas être des grands amis. Oui. Mais je crois que c'est normal. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que ça va repartir encore là-bas, cette fameuse bagarre idéologique PJD-PAM avec l'élection de Hakim Benchemas? Moi, j'adore votre adjectif, la bagarre idéologique. Moi, normalement, il ne doit pas y avoir une bagarre idéologique, mais normalement, une discussion. Chaque parti politique, il a une idéologie propre. La différence est là, mais je crois qu'on doit donner la priorité à tout ce qui est national. Donc là, on doit donner beaucoup plus d'importance à l'intérêt du pays. Et les discordances, ils doivent exister, ils sont là. C'est normal. Y compris idéologiques? Ben oui. Ce qui est normal. Mais ça veut dire qu'on va revenir avec quoi? Avec une espèce encore de bras de fer? Parce que non, je crois pas. Un des premiers propos de Hakim Benchemas, c'est de dire, je cite, la défense du projet, en fait, on est les défenseurs d'un projet de société démocratique, moderniste, des risques de l'islam politique. Alors, il n'a pas cité le PJD, mais je me dis, moi, est-ce qu'il faut avoir bac plus 5, bac plus 6 pour deviner qu'en fait, il considère toujours que le Parti Justice et Développement, c'est-à-dire votre parti, est une menace pour un projet de société moderne et démocratique? Vous voyez, moi je crois que c'est ça le principal, je dirais, danger à la démocratie. C'est des personnes qui s'accaparent le fait de défendre la démocratie. La défense de la démocratie, c'est un objectif national. Tous les partis politiques, je crois, dans leur statut, ils ont comme premier objectif la défense de la démocratie. Ça ne doit pas appartenir à un seul parti politique. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a tous les partis politiques sont d'accord. Le fait de se l'accaparer, moi, je crois que c'est pas bien. Et dire que c'est quoi l'islam politique, c'est ça. On doit lui poser la question. Les risques de l'islam politique. C'est à lui de. Quand on dit les risques, c'est-à-dire les risques, les dérives de l'islam politique. Est-ce que tu considères aujourd'hui qu'en 2018, le PJD constitue toujours une menace, selon lui, parce qu'il a toujours été, extrêmement virulent. C'est des gens, justement, qui n'essaient pas d'évoluer. Justement, comme vous le constatez, ils restent sur le même discours. C'est les mêmes, au lieu de parler normalement des risques de notre pays, de notre économie, de dire qu'on va essayer de trouver des solutions aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux, normalement, ils se disent, notre ennemi, c'est le parti X. Moi, je crois que c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça dont a besoin l'économie et le Maroc aujourd'hui. Hakim Fasli, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous regrettez profondément les propos du nouveau secrétaire général du PAM, Hakim Benchemas, qui parle de menaces en provenance de l'islam politique et en toile de fond, certainement, même s'il n'a pas cité de votre formation? Est-ce que vous dites encore une fois de plus, on n'avance pas, vous déplorez ce propos? Justement, c'est ça, moi je déplore pas seulement ce qu'il a dit, lui il a le droit de dire ce qu'il veut, mais en tant que président d'un parti politique, moi je crois que c'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit s'entraider les uns les autres, tout en respectant les convictions de chacun pour avancer. Et ne pas se dire qu'aujourd'hui, je deviens le président et je dis que mon ennemi, c'est le parti X. Normalement, notre ennemi à tous, c'est l'ignorance, c'est la pauvreté, c'est les problèmes économiques et sociaux. C'est ça notre ennemi à tous. Et non pas, on ne doit pas se mettre nos ennemis les uns les autres. C'est pas dans l'intérêt de notre pays. Donc vous regrettez, déplorez et condamnez aussi? Non, moi je regrette, je ne peux pas condamner. Regardez, moi je regrette parce que, comme je l'ai dit, c'est pas dans ce dont on a besoin aujourd'hui, et aussi parce que
On a aujourd'hui, lorsqu'on est au devant de la scène, on a des messages à passer aux jeunes aujourd'hui. Ce qui fait, lorsqu'on fait passer de tels messages, on anime cette haine entre, je dirais, la population. C'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. Monsieur Ben Chemmes, que je respecte beaucoup, c'est le président d'un parti politique respectable. Il a son travail à faire. Il ne doit pas véhiculer des messages de haine. C'est pas dans ce dont on a besoin le Maroc aujourd'hui et le monde aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un logiciel de personnes, de codes sociaux, de choses Justement, c'est qu'on essaie... Ça, c'est un autre problème de sous-développement. C'est au lieu de parler des idées, on essaie de parler des personnes, critiquer les personnes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le plus important... Je crois que ça va au-delà de la critique des personnes. C'est-à-dire que... C'est un parti politique. On se connaît depuis longtemps, Hakima Fesli. Vous êtes une femme de par votre tenue vestimentaire, voilà, qui est ce qui est. Donc, est-ce que dans ce discours aussi de l'islam politique, des codes politiques, il y a des codes vestimentaires, il y a une manière aussi d'appréhender la société marocaine dans son ensemble. Est-ce que c'est ça que condamne Hakim Ben Chebas? En tout cas, qu'il lui se veut une alternative à un autre projet beaucoup plus ouvert et occidentalisé, peut-être, je ne sais pas. Il n'a pas à condamner. Il n'a pas à condamner. Les citoyens marocains sont majeurs et vaccinés. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent. C'est à eux de voir quel projet de société ils veulent. Nous, au Maroc, moi je parle de moi, je parle de personnes que je connais, c'est à nous de juger ce qu'on veut. Personne n'a le droit de nous imposer quoi que ce soit. S'il y a un parti qui entre, du point de vue de la démocratie dans une élection, il a la majorité, là, il va normalement... Parce que là, au Maroc, on a un système politique qui est assez intéressant, qui ne donne pas la possibilité d'un parti politique de monopoliser le discours, de monopoliser une idée ou une idéologie. C'est une majorité. Il y a un certain nombre de partis politiques aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui essaient, je dirais, d'apporter un plus, mais personne n'a le droit d'imposer un système aux Marocains. Les Marocains sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Et en tout cas, y compris le PJD. Oui. Le PJD n'a jamais eu l'intention ni l'ambition de vouloir façonner un peu la société. Du tout. Vous savez, parce que je me rappelle d'une déclaration d'Abdellah Benkiran quand il venait juste d'accéder. Le parti est arrivé en tête aux élections. Il avait fait une déclaration dans un hebdomadaire francophone, enfin français d'ailleurs, où il avait dit, en fait, je me suis rendu compte, moi j'avais l'ambition un petit peu de retravailler un peu la société marocaine, lui donner d'autres repères. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut que je redresse l'économie d'abord. Et je pensais que ça allait être le contraire. Donc, est-ce que l'ambition de Abdellah Benkiran il y a 5 ans fait qu'aujourd'hui, ça a évolué, que le PJD, de toute façon, se dit, nous, on est aux affaires comme tous les autres partis, et que tout ce qui est affaires sociétales ou vision sociétale, on ne veut rien imposer à personne. Est-ce que c'est ça? Oui, non, mais excusez-moi, même ce qu'a dit M. Benkiran à l'époque... C'était en 2012, 2013. Ne veut absolument pas dire qu'il a voulu, à un certain moment, imposer quelque chose. Nous, on a toujours été contre le fait d'imposer quoi que ce soit. On est pour la liberté, normalement. D'ailleurs, on est pour la liberté, que ce soit de croyance, la liberté d'éthique. C'est-à-dire la liberté de croyance, la liberté de croire ou de ne pas croire. Oui. Y compris de ne pas croire. Non, mais écoutez, c'est pas le rôle d'un parti politique. C'est pas le rôle d'un parti politique. Et même un parti politique, il a des informations, une ligne idéologique, c'est ça. Ça doit se traduire, cette ligne idéologique, ça doit se traduire dans son programme. Est-ce que dans le programme du PJD, il y a quoi que ce soit qui pourrait faire comprendre cette idée-là? Pas du tout. Notre programme, c'est un programme clair, simple, qui ressemble au programme de partis politiques de centre, tout simplement. De centre-gauche, centre-droit? Parce que le pape s'est dit, moi je suis au centre-gauche. Donc vous êtes aussi... Moi je dis, on est au centre, nous. Mais plutôt centre-droit. Hassan Daoudi dit, on est plutôt centre-droit, plutôt centre-libéral. Droit-gauche, nous, on est au centre. On est des gens toujours pour le centre. Très bien. On reste juste quelques minutes aussi sur le parti Justice et Développement. Oui. On entend beaucoup de choses à l'extérieur. Ah, c'est un parti qui est divisé. Ah, c'est un parti qui est fracturé. Ah, il y a deux camps. Le camp pro Abdellah Benkiran, pro Saladin Othmani. Ça se déchire en interne. Vous qui êtes au sein même de cette formation politique, dans l'appareil, est-ce que ça, c'est une réalité ou pas? Est-ce que c'est des mensonges? Est-ce que il n'y a pas de tension, tout va bien? Ou effectivement, c'est un peu compliqué? Il y a des tensions, mais tout va bien. Il y a des tensions, mais tout va bien. Ben oui, parce qu'on est un parti vivant. On est un parti vivant qui évolue. Au niveau des idées, au niveau des... Oui. Au niveau des idées, des visions, Ben oui, on est un parti vivant. Il y a tout là. Vous savez que nous, on est un parti qui est très organisé. On a une jeunesse qui est très riche, qui a des idées
je dirais, qui voudraient changer le monde, ce qui est normal. Et on a d'autres, je dirais, les premiers, normalement, les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et il y a une discussion. Moi, je crois que ces discussions... C'est entre les générations qu'il y a des tensions, en fait? Ben oui, on a la jeunesse qui veut... C'est normal. Vous voyez, lorsque... je ne sais pas pour les autres partis politiques, nous, on est un parti où on a plusieurs... on est très organisé. On a normalement l'organisation des jeunes, on a les cadres. Il y a beaucoup de discussions. Des discussions sur le Maroc, sur le changement qu'on veut apporter. Il y a des gens qui veulent changer aujourd'hui, d'autres qui veulent dire non, le changement a besoin du temps. Donc, on est un parti qui est vivant. Lorsque vous avez un parti qui est vivant, c'est normal qu'il y ait des discussions vives. Mais chez nous, on a une règle dans notre parti qui dit que ça veut dire que l'idée est libre, mais la décision, on doit tous la suivre. Ce qui fait dans nos réunions, on a beaucoup de discussions. Mais en fin de compte... Des discussions houleuses, des fois, ben c'est oui, tendu. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Crie. Ce qui est normal, c'est parce qu'on est des gens... Ben oui, mais en fin de compte, lorsque une décision est prise, on la suit tous. Ça, c'est la discipline du parti. Ben oui, c'est la règle, comme j'ai dit, cette règle, ça c'est la règle de notre parti politique. Moi, je fais partie, c'est vrai que je suis membre du Conseil national, mais je suis aussi membre du Conseil préfectoral d'El Hayy Mohamed Ain Sba, au niveau donc, je suis l'adjointe le président, donc je suis aussi élue au niveau... au niveau local, ce qui fait je suis toujours là, on discute chaque jour, on a des nouveautés, des personnes avec maintenant le Facebook, il y a beaucoup de discussions. Mais moi je crois que ça veut dire qu'on est un parti qui évolue et que justement ce qu'on doit faire, et c'est ce dont on a toujours discuté au niveau du parti, au niveau du Conseil national, c'est que on doit essayer normalement de formaliser cette discussion pour qu'elle puisse déboucher sur des nouvelles solutions et non pas laisser normalement les discussions comme ça. En tout cas, des médias qui relaient l'information comme quoi il y a des tensions entre le camp Abdellah Ben Kiran et le camp Saladin Al-Toumani. C'est le rôle des médias. Hein. Oui, mais est-ce que le rôle des médias, c'est de relater aussi la vérité et de confronter comme là. C'est pour ça que Hakim Afesli, c'est-à-dire je vous pose la question effectivement pour avoir une réponse claire, pour éclairer aussi les auditeurs, internautes. Je vais vous dire une chose. Vous savez, moi, ça fait maintenant à peu près 4 mois que je refuse d'aller à n'importe quel... On m'invite, mais je ne pars... Dans les émissions? Oui. Parce que je constate que, justement, le rôle d'information n'est plus à l'ordre du jour auprès d'un certain nombre, je dirais, que ce soit des sites, normalement au niveau d'un certain nombre de médias électroniques. Des médias électroniques, effectivement. Ce qui fait, j'essaie de m'abstenir. Parce que justement, aujourd'hui, l'objectif d'information n'est pas le réel objectif. Aujourd'hui, l'objectif d'un certain nombre, je dirais, de médias, c'est comment vendre le plus, comment attirer le maximum, je dirais, de vues et de j'aime, etc. Alors que chez vous, et vous savez que ça fait un certain nombre d'années qu'on se connaît, je suis venue parce que je sais que l'objectif ici, c'est justement clarifier l'information, donner véritablement une vérité à l'information, c'est être responsable. Et c'est pour ça que je suis venue. C'est gentil à vous. C'est parce que, justement, c'est notre responsabilité à nous tous. Vous, c'est parce que vous êtes journaliste, moi, parce que je suis politicienne. Mon rôle, justement, c'est venir éclairer. Pour vous dire, dans mon parti, les discussions sont là. Ouais. Les discussions sont là. Mais ils s'entendent bien, Abdellah Ben Kiran et Saladin Al-Toumani? Oui, ils sont tous les deux. Moi, on avait la dernière session du Conseil national, ils étaient tous les deux là. Assis l'un à côté de l'autre? Non, pas l'un à côté de l'autre, parce que chacun défend un point de vue. Pas l'un à côté de l'autre, mais il y a toujours le respect. Ils se respectent? Beaucoup. Mais c'est plus l'amour fou? Oui, non, c'est pas l'amour fou. C'est pas l'amour fou? Non. Ce qui est normal avec le contexte actuel, normalement, vous savez que notre parti politique, là, il est passé par, je dirais, des épisodes qui n'ont pas été évidentes. Une année de blocage, et après ce qui s'est passé après le blocage, c'est pas évident. Je crois que il y a seulement 2 partis de par l'histoire du Maroc qui sont passés par de telles mauvaises expériences, si je puis dire. Mais alhamdoulilah, on essaie d'avancer. D'ailleurs, aujourd'hui, on a instauré ce qu'on appelle la discussion interne. Et maintenant, le bureau national, il a intégré quelles sont les instances, comment on va se faire. Normalement, il a mis en place les bases d'une discussion interne, effectivement, pour apaiser, pour qu'on puisse avancer. Est-ce que justement l'histoire de la campagne de boycott aussi, est-ce que ça, c'est venu un petit peu perturber
encore un petit peu plus les relations en interne. On a vu, voilà, c'était pas évident. On dit que d'un côté, peut-être qu'Abbé Ahmed Guéran ne pensait pas forcément la même chose que Saladin Othmani, qu'il y avait des tensions, voilà, dans des prises de position de Saladin Othmani, le rétropédalage quand Saladin Othmani est sorti médiatiquement en disant voilà, je menace de poursuivre en justice les initiateurs de la campagne de boycott. Je crois savoir que les gens proches d'Abbé Ahmed Guéran ont très mal perçu ça, très mal vécu sur la question de la libéralisation des hydrocarbures aussi. Voilà. Est-ce que tout ça, comment c'est vécu en interne, et la campagne et puis le boycott, la gestion aussi de la communication du boycott, les sorties de route plus ou moins, je ne sais pas trop d'ailleurs, Mohamed Yatim. Est-ce que tout ça a compliqué les choses aussi en interne? Alors, vous savez que ces discussions, chacun, normalement, il fait une communication en fonction, je dirais, de sa position. Parce que les gens qui sont au gouvernement, ils ont une certaine, je dirais, certaines règles à respecter et les autres pas. Et là, le problème du boycott, le boycott du point de vue, moi je reviens à l'économique, le boycott du point de vue économique, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Mais normalement, l'histoire du marketing, normalement, c'est des associations de consommateurs qui sortent et qui, bien sûr, vendent ou bien défendent le boycott d'un certain nombre de produits, soit à cause normalement du produit lui-même, de son nom, de son prix, etc. Et là, normalement, c'est des boycotts pour des raisons bien déterminées, avec normalement un laps de temps bien déterminé. Le boycott, normalement, il doit être fait comme ça. Et dans une telle, je dirais, configuration, c'est les sociétés privées qui détiennent les produits qui doivent sortir pour faire ce qu'on appelle communément la communication de crise. Alors, au Maroc, il y a bien sûr le boycott, il était, je dirais, il est différent. C'est un boycott commercial, économique, politique, stratégique. Commercial, économique, politique, stratégique. Monsieur Belriyad, qui était à votre place la semaine dernière, il a dit, lui, pour moi, c'est politique. Il y a des ramifications politiques, et je lui ai dit directement, de manière très directe, vous savez comment je fonctionne, je lui ai dit, est-ce que vous parlez du parti Justice et Développement? Parce que vous avez vu que votre parti a été cité. Il n'a pas répondu. Mais beaucoup voient la main, les doigts, du parti Justice et Développement. Je sais. Et en disant, voilà, parce qu'il y a des ramifications politiques. Est-ce que pour vous, quand vous dites, il y a aussi une dimension politique dans le boycott? Quelle dimension politique? Alors, est-ce que c'est un parti, par exemple? Je commence par dire l'économique, premièrement, et le commercial. C'est le fait qu'il y a certaines personnes, les gens, nous tous, les Marocains, on a constaté que véritablement, il y a certains produits dont le prix évolue, c'est-à-dire qu'il ne stagne pas, il évolue beaucoup. Ce qui, normalement, ça c'est une constatation. Ça, les Marocains l'ont constaté. C'est quoi? C'est la brique de lait? C'est la bouteille d'eau minérale? C'est le litre d'essence? Le litre de gasoil? Voilà, c'est essentiellement le carburant? C'est le carburant, voilà. C'est le carburant. Et ça a coïncidé avec la commission du Parlement sur les hydrocarbures. Voilà. Qui est présidée par un PJDiste, qui est Blabouanou. Il était président par le président de la commission finance du Parlement, qui est bien sûr M. Bouanou. Mais il y a tous les partis politiques. Alors, les résolutions, ou bien si vous voulez, les conclusions de cette commission, normalement, la commission, elle devait produire le document, ça fait 3 ou 4 mois. Mais les partis politiques... C'est ça qu'on n'a pas compris, le timing aussi, c'est sorti. Les partis politiques ne sont pas arrivés à un consensus sur, normalement, les résultats de les conclusions de cette étude. Il y a eu des tensions entre les partis, entre les représentants de partis qui siègent dans cette commission? Effectivement, sur certaines informations. Donc sur le carburant essentiellement. Sur les marges exponentielles des opérateurs, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 rapports. Il y a 2 rapports aujourd'hui. Il y a 2 rapports. Parce qu'à Blabouanou, la semaine dernière, il a dit non. En commission, il a dit un rapport. Et ensuite, vis-à-vis d'autres canaux d'information, il a dit effectivement, il y a 2 rapports. Il y a 2 rapports. Donc il y a 2 rapports. Il y a le rapport officiel, sur lequel ils se sont mis d'accord. Et il y a un rapport initial sur lequel ils n'étaient pas d'accord parce qu'il y avait une partie du rapport qu'ils voulaient éliminer. Bon, donc ça, moi je disais que c'était économique, les gens se sont levés, ce qui est normal, c'est le droit. C'est le droit des citoyens que de dire, moi, ce produit-là me paraît cher. Excessivement cher, excessivement élevé. Vous savez, c'est les citoyens, parce que là, c'est une mouvance qui a commencé sur Internet. Maintenant, comment il est devenu politique? Il est devenu politique lorsqu'on a voulu attaquer un certain nombre de personnes. Et là, je parle, regardez, moi, je ne vais pas commencer par... parce que là, le Premier ministre qui a commencé à parler de ce problème-là, c'est le ministre des Finances.
Mohamed Boussaïd, Mohamed Boussaïd, qui avait qualifié d'étourdi moi, les Marocains. je crois qu'il n'a pas, oui, je crois qu'il n'a pas, c'est-à-dire que c'était pas son intention que de dire de telles choses sur l'histoire. Lui, il a parlé, d'ailleurs, tous les. C'est pour vous, est-ce que c'est une insulte de qualifier des personnes d'étourdis? C'est pas une insulte. Moi, je crois que c'est maladroit. Il est dit parce qu'en tant que ministre, il n'a pas à juger les citoyens. Mais moi, je crois que lui, il était maladroit. Il n'aurait pas dû dire ça. Et il le sait. Mais lui, il a parlé du côté économique. Le fait que si jamais on boycotte normalement certains produits, le PIB, la production va diminuer, le PIB va diminuer, les recettes fiscales vont diminuer. Voilà. Donc lui, il a parlé du côté économique, mais il a eu la maladresse de porter un jugement sur les citoyens. Moi, je crois qu'aujourd'hui, personne, pas seulement aujourd'hui, de par l'histoire, personne n'a le droit de dire de telles choses au sujet des citoyens qui l'ont élu. Parce que là, c'est un ministre qui fait partie d'un gouvernement qui est élu par les Marocains. Donc, il n'a pas à juger ou bien à dire de telles choses sur les citoyens marocains. Et moi, d'ailleurs, pour vous dire... En l'occurrence, Mohamed Boussaïd n'est pas élu directement par les Marocains. Mais ça, il n'est pas issu du suffrage universel. Par contre, Salah Dionne Meni, ça c'est pour Mohamed Boussaïd qui a fait effectivement sa première sortie. Mais... j'ai envie de dire, Salah Dionne Meni, c'est pire. Oui, je sais. J'allais venir. Pas seulement Salah Dionne Meni, aussi le ministre là, le Khelfi, il avait fait la même chose. Porte-parole, oui. Et moi, d'ailleurs, pour vous dire, personnellement, moi j'étais contre. J'aurais dit que le gouvernement, d'ailleurs, j'avais fait sur Facebook un statut comme quoi c'est les entreprises qui doivent sortir en premier, pas le gouvernement. Les gouvernements, encore une fois, ils ont eu la maladresse. Premièrement, ils ont fait un acte normalement qui n'est pas bien étudié. En deuxième lieu, ils n'ont pas bien mesuré l'impact du boycott. D'accord, mais ils croyaient que c'était... Simplement, si on reste sur les carburants, Hakim Fasli, oui. Je rappelle que sous le mandat de Abdillah Ben Kiran, c'est là où a été décidé, en courant de mandat, la libéralisation des hydrocarbures. Oui. Vous étiez parlementaire à cette époque-là. Et membre de la commission finance. Et membre de la commission finance. Est-ce que vous ne sentez pas que vous n'avez pas un problème de conscience en termes de responsabilité aujourd'hui, puisque cette libéralisation, elle s'est faite lorsque le baril de Brent était à 40-42 $. Aujourd'hui, il est à plus de 80. Et que pendant ce laps de temps aussi, les Marocains payaient très cher le carburant. C'est-à-dire que le prix du carburant, le prix n'était pas fixé, n'était pas en lien avec le baril de Brent. D'où peut-être le mécontentement général aujourd'hui. Donc c'est vous qui avez libéralisé. C'est vous aujourd'hui qui avez fait en sorte que les Marocains soient pris, ne sachent plus à qui vous les avez directement livrés, aux opérateurs, aux acteurs du marché, qui ont fait un peu la bourse. En fixant les prix, voilà. Oui. Donc vous avez aussi une responsabilité politique, je veux dire. Non, du tout. Vous savez qu'on le dit... C'est vous qui avez libéralisé. Oui, et j'assume. La libéralisation était un acte courageux. Et je crois que on a discuté de ce point-là, de cette libéralisation, le problème de la caisse de compensation. Et il y a un rapport du Conseil, la Cour des comptes. Il y a un rapport de la Cour des comptes extraordinaire qui détaille véritablement la caisse de compensation, son poids sur les finances publiques et quelles sont les personnes qui en bénéficient. Et grâce à ce rapport, il était clair à cette époque-là que obligatoirement la caisse, on devait libéraliser ces produits-là. L'État, parce que là, les bénéficiaires n'étaient plus les personnes qui... Et vous libéralisez les prix aussi. Parce que dans une libéralisation, Hakim Fasli, quand on libéralise aussi les prix. Donc aujourd'hui, ça c'était en 2013, 2014, 2015. Aujourd'hui, en 2018, on considère il y a cette commission parlementaire qui met au goût du jour le fait que les opérateurs du secteur ont réalisé des marges exponentielles. Les Marocains constatent aussi une détérioration accrue du pouvoir d'achat. Et Salah Dionne Meni, 3 ans après Abdillah Ben Kiran, dit effectivement, moi, ce qui m'importe, c'est la préservation du pouvoir d'achat et je dénonce la cherté de la vie. Donc, est-ce que là, il n'y a pas... Est-ce que c'est cohérent tout ça? Non, c'est très cohérent. Moi, je vous donne un exemple. Regardez maintenant, lorsqu'on parle du taux d'intérêt. C'est libéralisé, n'est-ce pas? Est-ce que les taux d'intérêt au Maroc sont inférieurs? Non. Pourquoi? Parce que les banques se sont regroupées au sein d'une organisation, GPPM. Donc ça, donc là, c'est aujourd'hui vous voyez, donc moi je donne un exemple. Aujourd'hui, donc c'est le marché est libéralisé, mais malgré ça, on a un monopole des banques. Au lieu que le marché instaure, je dirais la concurrence parfaite, entre guillemets, il y a le monopole. La même chose.
Là, aujourd'hui, nous, la décision qu'on a prise, c'est une décision qui était mûrement réfléchie et d'après moi, c'était une décision courageuse. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est les instances qui régulent le marché qui n'ont pas joué leur rôle. En l'occurrence, le marché de la concurrence. Le Conseil de la concurrence, oui. Voilà, le Conseil de la concurrence qui n'a pas joué pleinement son rôle. Parce qu'il n'avait pas les moyens de jouer son rôle aussi. Ben oui, justement, ça c'est bon, moi je parle au niveau du marché. Parce que lorsqu'on libéralise, c'est vrai, mais vous avez des instances qui veillent à la bonne marche du marché. Ce qui est arrivé au Maroc concernant le marché des hydrocarbures, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont joué, normalement, qui n'ont pas laissé le libre jeu au marché. Ils ont instauré un monopole. Et là, grâce au rapport, on constate qu'il y a des entreprises qui sont accaparées, qui sont enrichies sur le dos des citoyens. C'est pas la faute du gouvernement. Ça, c'est la faute, normalement, des instances, pour des raisons ou une autre, des instances qui n'ont pas, à qui on n'a pas donné, bien sûr. C'est la faute de M. Ben Amon, le président du Conseil de la concurrence. Non, pas lui. C'est la faute de qui là? Si les Marocains voudraient savoir, effectivement, moi, j'ai payé l'essence excessivement cher pendant des années, pendant 3-4 ans, on parle d'un montant entre 13 et 15 milliards de dirhams, c'est la faute à qui? C'est la faute aux politiques, c'est la faute à qui? Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Mais moi, je vous ai répondu, je vous ai répondu en crypté parce que je ne peux pas aller plus loin. C'est parce que, regardez, le Conseil... Ben oui. Non, j'ai répondu en crypté. Je sais, ben oui, le Conseil de la concurrence, il a ce rôle-là. Pour vous dire, mais pendant le mandat 2011-2016, on a réformé le Conseil de la concurrence. Et ça nous a pris, je crois, 4 ou 5 mois pour le réformer, pour discuter comment lui donner les prérogatives pour qu'il puisse jouer amplement son rôle. On a essayé de faire du benchmarking, voir comment se fait la même chose au niveau d'autres pays, quelles sont les expériences qui marchent beaucoup. On a fait énormément de travail. Normalement, la loi a été votée, mais aujourd'hui, ce conseil, cette instance ne joue pas son rôle. Donc le problème, c'est-à-dire que moi personnellement, pour répondre à votre question, personnellement, moi je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Le fait qu'on a été pour le fait de libéraliser ce marché, c'était bien. Mais il y a d'autres, peut-être que à partir de 2016, il y a d'autres choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites, pas parce qu'il y a les partis politiques qui n'ont pas voulu, mais parce que, vous savez, on avait toute une année pour le blocage. Alors, il ne faut pas oublier que 2016, c'était une année de blocage. La mise en place et le marché n'a pas dormi pendant ce temps-là. C'est des gens qui ont... Nous, on a payé l'essence au justement, ce sont les mésaventures et les inconvénients du blocage. Oui, mais ça, vous savez, quand il y a eu détérioration du pouvoir d'achat, c'est aussi pour ça aussi qu'on a une économie qui tâtonne aussi. Mais on y reviendra tout à l'heure. Mais simplement sur Saladin Othmani, au départ, première sortie, il y a 10 dizaines de jours, je poursuis et traduire en justice les initiateurs de la campagne de boycott. 4 jours après, ils se présentent au Parlement en disant « Subhoulia, excusez-moi, je n'ai pas voulu dire ça, moi je suis pour la paix sociale ». Ça veut dire quoi aussi, en termes de lisibilité, d'avoir un chef de gouvernement, je parle du chef de gouvernement, qui fait en 4 jours, il dit tout et son contraire. Est-ce que là, en termes de communication, on ne se dit pas, moi, je vous l'ai dit c'est au compliqué, début, ça fait peur, ça tâtonne. Non. Moi, je vous l'ai dit, vous savez, il y a une réalité au gouvernement, ils avaient un problème de communication. Moi, je vous le dis, je leur ai dit, ils ont un problème de communication. Problème de communication ou une double communication? Non, un problème de communication. Monseb Belkhiat nous le disait la semaine dernière, en fait, le PJD, vous savez, ils ont une communication du lundi au vendredi, du lundi 8h du matin au vendredi 18h, et le vendredi soir, samedi et dimanche, ils ont une autre communication. Est-ce que là, moi, je vais pas redire la même chose à M. Monsef pour lui donner, et vous donner d'autres exemples, je ne vais pas aller dans ce jeu-là, mais je vais vous dire autre chose. En mon âme et conscience, moi, lorsque monsieur le chef de gouvernement a fait cette déclaration, d'ailleurs... La première. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau interne. Parce que nous, on n'était pas contents. On lui a dit que, regardez, nous, si on est là, c'est parce qu'il y a une partie de la population qui a voté pour nous. Et nous, on doit toujours être à côté de ces gens-là. Vous ne pouvez pas, pour n'importe quelle raison, dire une telle chose. C'est vrai que... monsieur le chef de gouvernement, lui, lorsqu'il avait fait la première intervention, en disant que normalement qu'il allait poursuivre, lui, son objectif, c'est de dire que normalement une telle mouvance, le boycott pourrait porter atteinte à l'intérêt national. Donc lui, d'ailleurs même M. Mustafa Al-Khelfi, il est allé dans le même sens. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Moi, je crois que lorsqu'on est en période de crise, il faut des spécialistes.
Il faut des spécialistes. D'ailleurs, la théorie au niveau du marketing, il y a des spécialistes en communication de crise. Dans tel cas, il faut normalement aller discuter avec des spécialistes pour qu'ils puissent vous conseiller. On ne peut jamais aller à l'encontre normalement des intérêts et des souhaits des citoyens. Et c'est pour ça que lui, il est revenu 4 jours pour après, dire, pour dire que moi, c'est-à-dire qu'entre jeudi, c'était à la sortie d'un conseil de gouvernement, et le lundi, là, il a rencontré des experts conseils en stratégie. On en a discuté. On en a discuté. Mais vous l'avez dit quoi, Saladin? Si Saladin, vous avez fait une bêtise? Vous êtes trompé, vous l'avez dit ça? Parce que vous avez dit, des fois, on a des rencontres, des discussions très houleuses et très tendues. Oui. Tu as fait une erreur, vous l'avez dit? Non, vous savez que nous, au niveau du parti, maintenant, chaque semaine, on a la réunion le bureau, je dirais, le bureau du parti, et ils discutent. Et ce bureau du parti, c'est des gens qui nous représentent. Nous, on discute tout le temps, on est toujours en discussion, et eux, ils discutent de ces points-là. Nous, on était mécontents sur normalement de ces interventions. On était sûr du fait que monsieur le chef du gouvernement n'a jamais eu, je dirais, l'intention d'aller à l'encontre des souhaits des citoyens, mais lui, il voulait privilégier l'intérêt national. Peut-être qu'il a eu par mégarde... Privilégier l'intérêt national ou privilégier ou prendre la défense de ces entreprises qui étaient visées par le boycott? Non, regarde... Parce que c'est comme ça que ça a été aussi perçu. Oui, je sais que c'est pas seulement que ça a été perçu, que ça a été aussi développé et véhiculé, ce qui est normal. C'est chacun défend ses intérêts. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est revenu sur ses sorties, parce qu'on lui a dit que véritablement, ce que tu as dit ne reflète pas votre intention, parce que vous savez qu'il y a une différence entre ce qu'on veut dire et ce qu'on dit en fin de compte. Donc là, on lui a dit que l'intérêt national, c'est une bonne chose, mais il ne doit pas être au détriment des citoyens. On doit trouver un consensus. Et c'est pour ça qu'il est revenu plus tard pour dire que c'est vrai que le boycott... Limite des excuses nationales. Oui, et ben oui. 4 jours après. Hein. Et moi, je crois que c'est un point positif. Le fait qu'un chef de gouvernement s'excuse, c'est un point positif. Qu'il ne s'entête pas continuer. Mais c'est pas forcément très rassurant de se dire, parce que très souvent, c'est comme... Pourquoi? Vous savez, c'est comme dans un ménage, quand on a le père de famille, quand il fait les bons choix, ça va, c'est rassurant. Mais quand il fait il fait un choix et qu'ensuite il revient sur ce choix-là, on se dit, on n'est pas rassuré. Non. Là, c'est à l'échelle d'un pays. J'ai un pays, il gouverne qu'un pays, non? Vous parlez de chef de famille. Moi, je suis maman, ça fait maintenant 25 ans, et ça m'arrive de revenir sur une décision et de dire à mes enfants, écoutez, je me suis rendu compte que... C'est peut-être gérable au sein d'une famille, mais vous imaginez au sein d'un pays? Et pourquoi? On est 34 millions. Hein, donc, non, mais regardez. Quand on a chef de gouvernement qui fait des rétropédalages du pédalo. Ça se fait dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Ça se fait. On fait une intervention, ça n'a pas été réussi et on revient. Et pour vous dire, d'ailleurs, vous avez parlé de l'autre intervention, celle de Yatim. Oui, excusez-moi, Yatim n'a pas dit ça. Vous revenez à son intervention, il n'a pas dit ça. Les propos ont été sortis de leur contexte. Oui, de leur contexte. Parce qu'on a fait un débat, on a reçu Mohamed Yatim il y a quelques semaines, lorsqu'il y avait sa première sortie médiatique, il avait fait beaucoup de bruit en disant « Je suis ni pour ni contre le boycott parce que je n'ai pas d'éléments, je ne sais pas de quoi on parle ». Donc là, il nous avait répondu en disant « Oui, ça avait été sorti de son contexte ». Et là, par rapport à la semaine dernière aussi. Donc, cette fameuse déclaration, je ne sais pas, d'ailleurs, on me pose cette question, mais moi, je ne suis pas un citoyen lambda, c'est ça là? C'est ça qui est arrivé à Mohamed Yatim. Alors, non. Moi, je suis ministre, je ne suis pas un citoyen lambda, donc vous... Non, c'était pas ça. Ah, c'est pas ça. Voilà. C'était pas ça, c'est quand on lui avait posé la question... Ce qui passait sur le boycott. Oui, elle leur a dit, vous me posez la question en tant que ministre. En tant que ministre, je ne peux pas vous répondre. Là, le monsieur lui a dit, mais non, mais vous êtes un citoyen, vous pouvez me répondre. Il lui a dit, non, écoutez, si vous voulez ma réponse en tant que citoyen lambda, vous me poserez la question lorsque je vais être au-delà de... Parce qu'il était, je crois, il était son ministère ou quelque chose comme ça, dans un côté officiel. Il leur a dit qu'aujourd'hui, je suis ministre, c'est-à-dire que j'ai la casquette du gouvernement. Casquette, costume du ministre, on est au ministère, donc là je suis ministre. Ben oui, parce que je veux pas répondre à il ce ne peut, ben oui, il ne peut pas, sauf si je vais à l'extérieur du ministère, dans la rue, dans un café. Parce que là, le journaliste lui a dit, moi je voudrais votre avis en tant que citoyen. Il leur a dit, si vous voulez mon avis en tant que citoyen, vous poserez la question lorsqu'on va se rencontrer ailleurs. Vous voyez, c'est ça. Parce que là, avoir une responsabilité, c'est pas évident. Oui, là, c'est pas de la maladresse en l'occurrence. Tout à l'heure, vous disiez pour Mohamed Boussaïd, il a été maladroit. Non, moi je crois que c'est pas de la maladresse, c'est une manipulation. On a manipulé l'information. Et d'ailleurs, il a fait une autre intervention. Je crois que dans le titre était, je suis citoyen, ana muwatin aftakher. Et là, personne n'a parlé de ça. Hein. Là, on a pris la première intervention, on l'a déformée, mais personne n'a parlé de la deuxième intervention. En tout cas, ça fait beaucoup. Hein. On vous ça veut dire qu'au Maroc, tout bouge. C'est une bonne chose. Non, mais ça fait beaucoup, j'ai dit, ça fait beaucoup aussi pour le PJD.
Et là, ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure lorsque... Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a jamais... Monsef Brkhayat a dit que c'était tout le boycott, normalement. Ah non, la campagne de boycott, il y a la ramification politique. De PJD. Qui est le plus touché aujourd'hui? C'est beaucoup plus le PJD. C'est le PJD qui est cité. C'est le PJD dont les ministres sont attaqués, tout simplement. Quelles sont les personnes les ministres, les autres ministres, personne n'en parle. Ou bien très peu. Il faut du courage pour parler du ministre du RNI. Mais pour parler du ministre du PJD, c'est facile. Tout le monde a c'est-à-dire c'est facile. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les attaquer, il n'y a pas de problème. De toute façon, pour nous, c'est un point positif. Nous, lorsqu'on est attaqué, pour vous dire, moi personnellement, je crois que si on est attaqué beaucoup, c'est parce que les gens, ils s'identifient à nous. Donc, lorsque on est beaucoup attaqué, c'est parce que les gens ne veulent pas qu'on commette, nous, des fautes. Ils nous aiment beaucoup. Les Marocains ont beaucoup le PJD. Ah bon? Ah bon. En tout cas, on va aller juste aussi parler de l'économie. De l'économie, très vite. Hein, oui. De l'économie. Alors là, Hakima Fasli, votre pays, ça fait 20 ans qu'il a été créé. C'est ça? C'est 98? Notre? Votre parti. Oui, parce que vous avez dit pays, je me dis... Non, pardon, votre parti. Oui. Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. Oui. Les 7 ans qui viennent de s'écouler là, aujourd'hui, font qu'on a des indicateurs économiques et sociaux qui sont difficiles, compliqués, qui sont mauvais. On a une hausse accrue du chômage. Accrue de combien a augmenté le chômage? Là, il a dépassé la barre des 10%. Il était de combien? 9,9. 9,9. Oui, il aussi... Et maintenant, il est passé à 10,2. Donc, c'est pas une augmentation. C'est une augmentation relative, mais en tout cas, le pays n'a pas réellement décollé. Ce qui était prévu, c'est un véritable décollage économique. Oui. Attention, je n'incombe pas la responsabilité au Parti Justice et Développement. Je m'adresse à Hakima Fasli, qui est membre de cette formation politique, de se dire aujourd'hui, parallèlement à la campagne de boycott, et à mon avis, il y a peut-être une corrélation, il y a une situation économique aussi qui est compliquée. Oui, oui. Et on a l'impression qu'il se complique de plus en plus. On avait des politiques d'austérité budgétaire, ça c'était en 2012, 2013, 2014, 2015. Jamais on a eu l'austérité. La rigueur. Ça, c'est le terme que préfère Hakima Fasli, la rigueur. Mais parce en tout cas, là, de point de vue théorique, oui. La politique d'austérité, c'est lorsque on diminue, les dépenses publiques diminuent. C'est ça. Non, effectivement, on n'a pas. Le problème d'ailleurs, c'est peut-être qu'on n'a pas dépensé, on n'a pas rationalisé la dépense publique. Par contre, c'est pas qu'on n'a pas rationalisé, qu'on n'a pas dépensé, qu'on on n'a pas dépense toujours autant. diminué. On dépense toujours quasiment autant, Ben oui, à peu près ben 58% ça, du PIB. C'est un autre problème. Là, je suis d'accord avec vous. Mais ça, on n'y arrive pas. Hein. Ça, là, je suis d'accord avec vous. Là, on n'arrive pas à réduire la dépense publique. Donc, ce qui fait qu'on a réduit l'investissement public, 25 milliards de dirhams, sous le gouvernement de Abdelhamid Elle Kiran. n'a pas été réduite, ça a été gelé. Bon. Il y a une différence. Elle n'a pas été réduite, elle a été gelée. Bon, en tout cas, il y a eu un ralentissement notable en matière d'investissement public. Tout ça dans la perspective du maintien du cadre macroéconomique. La réalité aujourd'hui, le prix à payer de tout ça, c'est une détérioration du modèle de croissance économique, c'est une détérioration du climat des affaires, et c'est une détérioration du climat social avec une hausse du chômage, avec des jeunes essentiellement, et les jeunes urbains qui sont de plus en plus touchés par le chômage. Donc juste par rapport à tout ça, et la conduite, alors il y a certaines voix qui s'élèvent en disant c'est la faute de ce gouvernement. Saladin Othmani ne sait pas gouverner. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça? Alors, premièrement, moi je tiens à dire que si on veut véritablement trouver une solution, il faut qu'on fasse un bon diagnostic. Encore un diagnostic? Non, mais écoutez, avec c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Alors, les dépenses publiques n'ont pas diminué, les dépenses d'investissement. Et moi, j'ai devant moi, et là, c'est des chiffres, c'est pas les miennes, c'est les chiffres officiels. Les dépenses d'investissement, alors, 2004, ils étaient aux alentours de 21 milliards, aujourd'hui, ils sont aux alentours, je crois, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, ils sont aux alentours de 28, disons 30. Ce qui fait, ils n'ont pas diminué, ils ont augmenté. Le problème, c'est un problème, comme tu l'as dit, de gestion publique et de façon de gérer le mode gestion publique qui pose problème. Il n'y avait pas de politique de rigueur, j'en ai parlé. Les dépenses publiques au niveau général n'ont pas diminué, c'est vrai. Les dépenses d'investissement n'ont pas diminué. On peut dire aussi combien annuellement on dépense en dépenses publiques aujourd'hui? On est grosso modo entre 450 et 480 milliards de dirhams de dépenses publiques, beaucoup de dépenses sociales aussi. Ouais, le problème, regardez, c'est pas un problème de dépenses. Et on continue sur ces trends-là, alors qu'on crée de moins en moins de richesses. Donc c'est un problème, regardez, c'est un problème d'optimisation
d'optimisation. Parce que c'est-à-dire rendre rentable, rentabiliser, maximiser le dirham public dépensé. C'est ça. C'est le principal problème ça, des finances publiques. Vous deviez l'apporter, ça. Vous l'aviez dit que vous alliez effectivement faire en sorte qu'il y ait plus d'efficience en matière de politique publique et de dirham dépensé, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, encore aujourd'hui, 2018. Non, écoutez. On dépense mieux aujourd'hui. Est-ce que l'État dépense mieux? Écoutez, pour gérer, pour changer, passer d'une étape à une autre, ça ne se fait pas par une baguette magique. Parce que c'est une trentaine d'années de façon de gérer. Depuis 2011, on a instauré la loi organique de loi de finances, qui est une loi très importante parce qu'elle édicte les règles d'une nouvelle gestion publique, une gestion axée sur le résultat. Aujourd'hui, et là c'est une loi qui était très très importante, d'ailleurs tellement importante que parce que là la loi organique, tous les pays développés, tous les pays du monde d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un changement au niveau de la Constitution, on change la loi organique de loi de finances, qui est ce qu'on appelle la Constitution financière. Donc nous, on l'avait votée en 2014 et 2014-2015, et elle va être votée graduellement d'année en année. Il y a une partie de la loi qui va être exécutée parce que c'est une loi qui a édicté, comme j'avais dit, une nouvelle façon de gérer. Cette année, donc, et là c'est la lettre de cadrage du chef de gouvernement qu'il a envoyé le mois de mars-avril. Il a instauré, là aujourd'hui, on va instaurer pour la première fois la programmation triannuelle. Donc une loi de finances sur 3 ans. Voilà, oui. On va faire comment? Quand là, je crois que la loi de finances 2018 était partie sur un baril de Brent à $60. Là, aujourd'hui, il est à 84, 85. Et il se peut, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration du président de Total, Monde, qui disait que pour lui, la perspective et projection du baril de Brent à $100 d'ici un mois et demi. Donc je me dis, est-ce que nous, vu les fluctuations, vu on fait partie des gros importateurs d'hydrocarbures, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une projection sur 3 ans de la loi de finances, rien que par rapport à ce critère-là? Je veux dire, même par rapport à ce point-là, lorsqu'on fixe le prix du baril, c'est un prix moyen, et on a des provisions si jamais le prix augmente. Parce que vous savez qu'au ministère des Finances, c'est des personnes, des spécialistes. Et au niveau normalement, du Parlement et de la Commission financière, c'est des gens qui s'y connaissent. C'est-à-dire qu'il y a des discussions houleuses, des discussions pointues. Alors, même si on fixe le prix, on se dit que le prix va être au niveau moyen 75, on est sûr, on sait qu'il peut dépasser le 100. Mais on n'est pas sûr. Il peut même aller au-delà de 60. Ce qu'on a vu les années 2011, 2012. Mais il y a une provision. On fait une provision pour le budget si jamais le prix dépasse ce cadre-là. Concernant votre question sur la programmation triannuelle. Alors, la programmation triannuelle, c'est une programmation, ça veut dire qu'on a une visibilité. Mais chaque année, on va avoir une loi de finances annuelle. On va avoir une rectificative loi de aussi? Non, la rectificative, c'est autre chose. D'accord. On va avoir une loi de finances normale. On va avoir la loi de finances 2019, celle de 2020, celle de 2021. Mais là, celle de 2020, 2019, elle va prendre en considération celle de 2020 et 2000, ça c'est une règle qui a été introduite par la LOLF, ce qu'on appelle la programmation triannuelle glissante. Ça veut dire qu'on va avoir la stabilité fiscale? Parce que très souvent, on vante notre pays pour stabilité politique. Est-ce que l'objectif aussi? Alors, la stabilité fiscale, ça dépend. Est-ce que c'est le FMI qui nous a soufflé ça aussi à l'oreille? Stabilité juridique, que c'est important de ne pas avoir, parce que très souvent, à tort ou à raison, vous savez, surtout dans le milieu des affaires, les investisseurs, et les investisseurs marocains et étrangers, c'est-à-dire moi j'ai toujours peur, parce que on fabrique une loi de finances d'année en année et on a toujours parfois des mauvaises surprises. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Ils ont de la Parce chance. que là, c'est pour rassurer. L'IS cette année, ça fait 2 ans, on a eu des améliorations de l'IS dans l'intérêt des investisseurs. Ce qui fait aujourd'hui, la réforme fiscale, elle est toujours dans l'intérêt des investisseurs. Et là, dans tous les pays du monde, la stabilité fiscale ne se fait pas parce que la loi de finances, justement, on essaie de discuter quelle est la politique nationale. C'est ça, c'est-à-dire quel est l'intérêt national du pays. On essaie de fixer quelles sont les priorités, on essaie normalement de traduire ceci en mesures qu'on va retrouver la loi de finances. Alors, vous parlez de la fiscalité aujourd'hui, justement, pour améliorer les finances publiques, on doit penser à une réforme fiscale. Une réforme qui va vers, justement, une diminution des taux et un élargissement de l'assiette. C'est-à-dire moins de pression fiscale et plus de payeurs. Voilà. C'est ça, en fait. Plus de cotisants. Voilà, effectivement. Ça va être dur, ça, parce qu'on n'y arrive pas. Même au niveau de Casablanca, on a du mal aussi. La capitale économique. Casablanca, c'est un autre problème. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la même problématique qu'on a à l'échelle du pays. On a du mal à recouvrir l'argent des impôts, on a du mal à faire payer l'impôt. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, plus à l'échelle du pays ou de Casablanca, c'est un peu
la même situation. C'est différent, mais c'est à peu près, c'est-à-dire que c'est la même tendance. Mais la réforme fiscale, vous savez que depuis les assises fiscales 2014-2015, on parle de la réforme fiscale. Mais la réforme fiscale, elle touche l'IS et la TVA. Pas seulement l'IS et l'IR. La TVA, la réforme de la TVA, d'ailleurs, tout le monde maintenant est d'accord sur le fait que la TVA doit être réformée. Mais c'est une réforme qui est très difficile. C'est quoi la réforme de la TVA? La réforme de la TVA, ça va toucher les taux, oui, nécessairement. Et ça va toucher, non mais je dis ça parce que ça va nous toucher, oui, le pouvoir d'achat. Voilà, c'est une fiscalité sur la consommation. Oui. Voilà, on est bien d'accord. Oui. Parce que moi je me dis au rythme où on va, si on maîtrise pas plus la dépense publique, si on continue sur la politique d'endettement au niveau de l'État, ça va se répercuter sur la TVA. Vous allez devoir relever aussi la pression fiscale. C'est pour ça que je me... Non, cette discussion sur la pression fiscale, c'est maintenant, alors normalement, ces discussions, moi je crois que c'est très politisé. Parce qu'aujourd'hui, la loi organique de loi de finances, elle a statué. Elle a dit que normalement, il y a un article qui stipule que l'endettement ne doit pas dépasser un certain niveau. Maintenant, d'ailleurs, il y a des calculs où l'endettement va aller, depuis 2019, il va aller en diminuant. Ça, c'est-à-dire que c'est pas un jeu, ça, c'est la règle, c'est la loi. Ça, c'est la théorie. C'est la loi. Oui. Non, c'est la loi. La loi. C'est comme ce qu'on appelle là les règles, les triangles d'or au niveau de l'Union européenne. Oui, la règle d'or. Voilà, on a fait la même chose au niveau de l'endettement, au niveau de déficit budgétaire et au niveau de l'inflation. Maintenant, déficit budgétaire, on se rapproche. On est, je crois, à 3,3 et on va atteindre le 3%. Si effectivement on met un plafond à notre endettement, qu'est-ce qui va se passer comme source de financement aussi? Parce qu'il va bien falloir faire tourner la machine, c'est que vous allez nécessairement augmenter l'impôt. Que ce soit les impôts locaux, vous allez d'ailleurs même au niveau de Casablanca, parce qu'on va très vite aller sur Casablanca, vous êtes, je rappelle, vice-président du conseil de la ville. C'est autre chose au niveau de Casablanca. Et oui, mais vous allez être obligé à un moment, vous allez, regardez, à Casablanca, vous avez fait par exemple, vous avez fait en sorte que les parkings soient payants. Donc c'est des recettes supplémentaires pour l'État. Oui. On est bien d'accord. Ils n'étaient pas payés avant, pas le partout, stationnement. pas partout. Et ben par contre, dans toutes les grandes métropoles dans le monde, les parkings sont payants dans beaucoup d'endroits. Mais par contre, il y a un an, un peu moins d'un an, 6 mois maintenant, je crois que c'était en décembre, où ça a été validé par la Banque mondiale, vous avez contracté un emprunt de 2 milliards de dirhams. 2 milliards de dirhams, c'est 50% du budget de la ville. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que quelque part, même quand on plafonne, si vous voulez plafonner l'endettement au niveau de l'État, ou si effectivement, ou au niveau de la ville de Casablanca pour financer des plans de développement, il faut trouver de l'argent. Ou c'est par l'impôt, ou c'est par l'emprunt. Donc nous, au niveau de l'État, ça a été très longtemps par l'emprunt. Et vous, la ville de Casablanca, ça va être par l'emprunt, et ça va être par l'impôt ensuite. Alors, je vous parle vous voulez que je continue à parler de l'État ou bien au niveau de la commune de Casablanca? Les deux en même temps, parce que je crois que c'est la même problématique. Alors, peut-être, mais c'est la philosophie différente. Oui. Alors, regardez, au niveau de l'État, comme je l'avais dit, aujourd'hui, l'étude a montré qu'il faut épurer la gestion publique, le mot de gestion publique. Il faut que le public maintenant doit être géré comme le privé. Ça veut dire que si jamais il y a un déséquilibre, on ne va pas aller directement auprès de l'impôt. Maintenant, on ne peut plus aller vers l'impôt pour augmenter le taux. On n'a plus le droit. Maintenant, ce qu'on fait, c'est diminuer, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, faire une réforme pour diminuer les taux et élargir l'assiette. Et là, il faut trouver comment faire. Ici, il faut faire ce qu'on appelle l'ingéniosité fiscale. Essayer de trouver comment ramener... Ben oui, on est le secteur informel qui ne paye pas d'impôts. Oui, mais est-ce qu'il faut être ingénieux pour faire en sorte que tous les citoyens... On parle de citoyenneté fiscale aussi. Oui, que tous les citoyens payent l'impôt. Il faut être ingénieux pour trouver la méthode pour faire payer les gens. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que vous savez, il y a aujourd'hui, parce que là, le fait qu'on a un secteur informel qui est important, là, ça touche même... Il n'a pas baissé d'ailleurs, depuis que le PJD est au gouvernement, il n'a pas baissé. Non, parce que, regardez, le PJD n'a pas la baguette magique. C'est là, il y a des... C'est profond, c'est enraciné, ça doit se faire doucement, pour ne pas brusquer les choses. Doucement, mais sûrement. C'est ça la philosophie. Ce qu'on a fait, et moi je parle de lorsque j'étais en 2011 et 2016, ce qu'on a fait, c'est instaurer des lois. Parce que la meilleure des choses, c'est changer les lois. Parce que là, lorsqu'on instaure des lois qui sont, je dirais, qui sont bien étudiées, ces lois-là vont être exécutées d'année en année et le changement va venir. Et là, on constate que le changement est là. Tout à l'heure, vous avez parlé de monde des affaires, le climat des affaires. Ouais. Le climat des affaires qui s'améliore.
qui s'améliore. Il s'améliore. C'est vrai qu'on n'avance pas normalement, on n'a pas une grande avancée, mais d'année en année, on a une amélioration. Ces améliorations, ils sont là grâce justement au changement que connaît le Maroc. Le Maroc, il évolue. C'est vrai qu'on a des problèmes. Vous avez parlé du chômage. C'est vrai que le chômage est là, mais c'est imbriqué. De l'investissement aussi. Oui. C'est imbriqué. On parle de l'économie parallèle. Lorsqu'on a une économie parallèle, ça veut dire qu'on se retrouve le marché. Vous avez une entreprise qui est citoyenne en règle, qui paye les impôts. À côté d'elle, une autre entreprise qui produit la même chose, qui ne paye pas d'impôts. C'est donc une concurrence déloyale. Ce qui fait, cette concurrence-là, elle va se faire au détriment de l'entreprise citoyenne. Cette entreprise, elle va un jour ou l'autre être fermée. C'est ce qui est dangereux d'ailleurs, ça. Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut essayer de cadrer ce marché pour diminuer la part de l'économie parallèle et aller vers normalement un marché qui soit clair. Il reste juste quelques minutes sur. Je rappelle que vous êtes vice-présidente à la commune urbaine de Casablanca. Oui. Est-ce que ça va mieux à Casablanca depuis l'arrivée du nouveau maire, du nouveau président de la commune, Abdelaziz Omari? Ça va mieux. Moi je crois que... Moi, bouffe pas trop pour vous. Non, c'est parce que ça va être un jugement personnel. Moi, je n'aime pas donner un jugement personnel. Non, vous êtes élu. D'après moi, oui. Ouais, d'après moi, oui. Normalement, vous n'avez qu'à visiter Casablanca et faire pour voir quels sont les grands projets qui ont commencé depuis longtemps et qui aujourd'hui voient le jour. Mais ces projets avaient été initiés déjà en 2015. Mais le financement, d'où est-ce qu'il est venu? Il était venu... Non, pas du tout. Non. C'est vous qui avez financé? Ben oui, justement, il fallait la part par exemple, lorsque vous avez parlé tout à l'heure du budget, le crédit de la ville de Casablanca. Vous savez qu'on est la première ville. 2 milliards de dirhams, c'est énorme. On est la première ville au Maroc et en Afrique à contracter un crédit directement auprès de la Banque mondiale. Ce que vous donnez une connotation. Il faut s'en féliciter de ça? Ce que normalement, vous donnez une connotation négative, c'est une connotation positive parce que pour que la Banque mondiale parce que vous savez que c'est un processus qui a commencé en 2014-2015. Et il a été arrêté. Mohamed Sajid d'ailleurs. Je sais. Et il a été arrêté. Et aujourd'hui, la Banque mondiale a fait confiance à Casablanca et à l'équipe de Casablanca, parce que vous savez que la Banque mondiale ne se réveille pas pour dire tiens, vous avez des yeux bleus, je vais vous donner le crédit. Ben non, il fait une étude. Bien sûr. Donc là, elle a fait une étude sur Casablanca. Ben oui. Alors, c'est moi qui ai suivi ce projet, qui a fait les discussions au niveau de la Banque mondiale. Pourquoi on a emprunté autant? 2 milliards de dirhams. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est qu'on a emprunté 50% du budget annuel de l'État, de la commune. C'est énorme, non? Non, c'est pas comme ça que ça doit être étudié. Normalement, on doit le faire en fonction de nos besoins premièrement et en fonction de notre capacité à rembourser les crédits. Deuxièmement, et en troisième lieu, voir que Casablanca elle a cette renommée et cette capacité financière de lever de tels fonds, ça veut dire que Casablanca est une ville qui évolue. On a emprunté les 2 milliards de dirhams à quel taux? Alors, parce que c'est le coût de l'argent. Oui, parce que nous, on l'a contracté à un taux très faible, moins que la dette qu'on a contractée auprès de notre fonds, le fonds dédié aux collectivités territoriales. Celui qu'on a contracté auprès de la Banque mondiale. Le FEC. Le FEC, oui. Le FEC. Ça coûtait moins cher d'emprunter à la Banque mondiale qu'au FEC. Je crois que c'est 1,2% la Banque mondiale. Autour de 1% taux variable, c'est un taux variable. Taux variable autour de 1,2%. C'est au grand maximum. Au grand maximum, ça va être 1,1. On va payer pendant combien de temps? Je dis on va payer parce que la collectivité, c'est nous. Bien sûr, oui. Pendant 27 ans. 27 ans. On était en 2018. Oui. 2018 plus 27, 2045. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je pense que je ne serai plus là. Je ne serai plus vivant. Oui. Donc ça veut dire que ça va être mes enfants, ma petite fille. Qu'est-ce qu'elle a, votre petite fille? Qui vont payer en fonction de... Votre emprunt, qui c'est qui va le payer? Non, mais on ne va pas le prendre sur le salaire, c'est sur parce que c'est la fiscalité locale. Oui, mais la fiscalité locale, c'est nous qui payons aussi. Les impôts locaux. Mais attendez, c'est pas un impôt sur le revenu. Oui, mais indirectement, je vais payer. Mais oui, c'est en fonction des services que vous avez perçus. Non, mais si les services en plus ils sont payants comme le stationnement, ça va être compliqué. Parce qu'on ne va pas augmenter les services. Vous avez développé les services. Voilà, on va améliorer les services. Les gens vont être heureux de payer les services. Parce que lorsque vous voyez, par exemple... Quel type de service, par exemple? Voilà, je donne un exemple. Le stationnement. À Casablanca, on a un grave problème de stationnement. N'est-ce pas? Maintenant, on a des projets pour construire... Un parking souterrain, c'est ça? On a maintenant 2 parkings qui vont voir le jour d'ici la fin de l'année. Ces 2 parkings rien qu'à côté, c'est 1000 places. D'accord, mais qui seront gratuits? Pourquoi vous voulez qu'ils soient gratuits? Ils seront payants. Donc en fait, on paye systématiquement, nous. C'est comme ça se fait dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Vous voulez qu'on améliore un service, ça doit être payant. D'accord. Parce que lorsque vous payez, mais ça va être payé au prix coûtant, pas comme le privé.
Ça va être payé au prix coûtant, le prix normalement, le prix payé, je dirais. Ça va être comme le carburant, quoi. Non, pas comme Parce que là, vous n'avez pas libéralisé, vous avez libéralisé en 2014. Mais là, il n'y a pas de libéralisation. Là, on a choisi un autre moyen de gestion. Donc la ville de Casablanca, juste en quelques secondes pour les grands projets. Oui, la ville de Casablanca, on a maintenant des grands projets. Parce que c'est toujours, on reste une ville polluée, on reste une ville embouteillée. Bon, c'est effectivement, il y a beaucoup de travaux aussi. C'est les grandes métropoles. Ouais. C'est les grandes métropoles, mais Casablanca, c'est une ville qui évolue très vite. Et d'ailleurs, d'ici, rien que vous allez voir que d'ici l'année prochaine, il y a énormément de projets qui ont voir le jour et énormément de projets qui ont changé le visage de Casablanca. Rien que sur l'environnement, comme vous dites, on a maintenant un indicateur qu'on a intégré et qui avec lequel on travaille, c'est sur la qualité de l'air. La qualité de l'air. On fait partie des villes, je crois, on est sur le podium des 5-6 grandes villes mais dans le monde. Mais on y travaille. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que normalement, on ne s'est pas arrêté sur le fait qu'on est parmi le podium négatif. Ouais. Aujourd'hui, on travaille pour l'améliorer. Et d'ici l'année prochaine, vous allez voir que ça va s'améliorer. Parce que là, lorsqu'on va régler rien que le problème de stationnement, on aura un impact négatif sur la qualité de l'air. Il va y avoir beaucoup de bus, normalement beaucoup de services. Des nouveaux bus, une flotte de nouveaux bus oui, aussi. On a toute une stratégie. On a toute une stratégie, oui. On a toute une stratégie du transport. C'est une stratégie qui a été aujourd'hui, je crois que ça fait maintenant un mois. Il y avait une conférence, on a abrité à Casablanca une conférence internationale sur le transport. Et là, toutes les personnes, étaient étaient heureux de voir que Casablanca, elle a une stratégie tellement, en avance pour véritablement répondre au goût des citoyens. Aujourd'hui, nous, on a la Smart City, on a intégré tout ce qui est smart. Justement, c'est pour être aux aguets, écouter ce que veulent les citoyens, pour essayer de lui apporter en fonction des moyens. Vous voyez, mais Casablanca, c'est une ville qui évolue aujourd'hui. Est-ce que c'est une ville vers laquelle on va pouvoir respirer aussi en tant que citoyen, mais pas respirer que de l'air non carbonisé, mais voilà, de la verdure, des espaces verts, une ville agréable où on peut marcher, on peut se balader avec ses enfants, avec son époux. Casablanca, vous savez, dans le programme d'action de Casablanca, on a un projet qui tient beaucoup à cœur à Monsieur le Président, c'est un arbre pour chaque famille. Un arbre pour chaque famille. Oui. Et là, d'ailleurs, on vient de... Vous avez planté des arbres? Oui, pour vous dire. D'ailleurs, je l'ai apporté. J'étais vraiment... J'étais sûre qu'on va parler de ça. Allez-y. J'ai apporté là ce qu'on a programmé normalement en tant que... Parce qu'on a pu normalement accueillir la première partie du financement de la Banque mondiale. Regardez, c'est le déblocage de la première tranche. J'ai vu ça, oui. La première, et on va débloquer. On va aussi penser à la deuxième tranche, Inch'Allah, d'ici le mois prochain. Comme quoi, on travaille à Casablanca. Parce que là, c'est un prêt sur les indicateurs. Oui. C'est un prêt, parce que c'est un pré-programme. C'est un prêt sur les indicateurs. Ça veut dire qu'on a discuté avec la Banque mondiale et nous a dit. On vous donne temps et vous êtes obligé de faire ça. Et on suit les travaux. Si vous atteignez normalement cet indicateur, on vous débloque une partie. Hakima, oui. Est-ce que c'est pas, vous êtes professeur, je le rappelle aussi, professeur universitaire. Oui. Est-ce que c'est pas une relation de tutorat Non, c'est un prêt. C'est un Banque mondiale qui est là, si je vous donne, mais vous avez intérêt de faire ça, je vais veiller. Non, regardez, voilà. C'est un projet de la Banque mondiale. Notre tuteur, non? C'est un projet de la Banque mondiale pour accompagner le développement des villes de Casablanca. Parce que elle est, bien sûr, ils sont au courant du PDGC, le programme de développement du Grand Casablanca, et du PAC, le programme d'action de Casablanca. Et pour nous accompagner, ça veut dire c'est pour accompagner la ville de Casablanca. Elle a étudié ces deux programmes. Et si vous atteignez cet indicateur, on vous débloque. Et aujourd'hui, on a atteint 2 indicateurs. On a eu le premier déblocage, donc normalement la fin du mois d'avril. Et on va voir, Inch'Allah, on vient d'envoyer là le document comme quoi on a atteint 3 autres indicateurs. Et on va percevoir une autre partie la semaine prochaine. Donc, je disais qu'il y a, alors parmi les projets qu'on va financer, c'est ce projet en relation avec les arbres. Attendez, je vais le trouver. Voilà. C'est le projet arbre pour chaque famille. Donc là, pour la partie, pour ce qui reste, donc les 6 prochains mois, pour un budget de 6 millions de dirhams. Donc un arbre pour chaque famille. Oui. Ils veulent le planter où, l'arbre? C'est une étude. Normalement, on a fait les calculs sur il y a combien de citoyens qui vivent à Casablanca, il y a combien d'arbres à Casablanca, et le manque entre le nombre des arbres. Et on va le planter dans les différents, normalement, les différentes parties qui comment on appelle ça, les jardins communaux. D'accord. Donc vous allez développer aussi les jardins communaux, plus de verdure.
Hakima Fesli, merci beaucoup. Vous savez, Merci à ça vous. fait 40 minutes, c'est 45 minutes, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je parle beaucoup apparemment. Non, vous n'avez pas besoin, mais en tout cas, c'est toujours pertinent de vous avoir en débat. Merci infiniment. Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir permis de clarifier certaines choses. Et j'espère qu'on va faire d'autres rencontres pour pouvoir véritablement parler de l'avancement de Casablanca, des grands projets de Casablanca, comme tout à l'heure on a parlé de le Oui Casablanca qui malheureusement n'est pas très connu, la marque Casablanca. Peut-être qu'on pourra parler prochainement de ceci. Dans la Smart City aussi, c'est un projet très très intéressant. Ville interconnectée. Ah oui. Et sur lequel... Mais on reviendra sur tous ces aspects. Je serai toujours à votre entière disposition. Merci à vous, Hakima Fesli, et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci.